Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces vacances d'été. On va parler beaucoup de la rentrée scolaire aujourd'hui avec notre invité Joëlle Maison. Bonjour. Bonjour. Député au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Rentrée, donc on va en parler. D'abord, une petite question. Le débat de l'été qui vous a énervé, c'est quoi? Le burkini. Comme beaucoup de personnes, je pense. Mais parce que quand il y a des enjeux aussi importants que les enjeux que nous rencontrons aujourd'hui, dévier le débat sur le burkini, qui est finalement la face visible, mais non significative d'un débat beaucoup plus important, oui, ça m'a énervée. Autant je suis totalement ferme sur l'obligation de neutralité et de non-influence des fonctionnaires détenteurs de l'autorité publique, des enseignants, etc., autant je pense que sur une plage, eh bien, les gens s'habillent comme ils le veulent. Vous ne comprenez pas que cette tenue crée un malaise chez certaines personnes? Je comprends que ça fasse peur, je comprends que ça crée un malaise, je comprends qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, je n'aimerais pas porter un burkini ou me trouver entourée de gens qui portent le burkini sur une plage. Simplement, je pense que c'est totalement idiot, contre-productif, et qu'en l'interdisant ou qu'en essayant de l'interdire, comme on a vu, ça n'a pas fonctionné a posteriori, eh bien, on tend le bâton pour nous faire battre. Alors, vous parliez du voile. On a appris donc ici au 1er septembre qu'il y a une école de promotion sociale à Uccle qui a décidé d'interdire le voile. D'autres écoles de promotion sociale l'interdisent déjà. La ministre dit c'est à chaque établissement à faire son choix, mais ils doivent le justifier. C'est une bonne option, ça? Non. Ce n'est pas une bonne option, donc je considère que c'est une option qui n'est pas du tout courageuse. Donc à partir du moment où on refile la patate, parce que c'est ça qu'on fait, c'est ça que la ministre fait, elle prétend refiler la patate au chef d'établissement et au pouvoir organisateur, je trouve que ce n'est pas une option courageuse. Je trouve que c'est donner au chef d'établissement une responsabilité qu'il n'a pas à prendre. Alors, il faut légiférer alors? Il faut légiférer, absolument. Moi, j'aurais tendance à établir une distinction entre l'âge de majorité et des élèves plus jeunes, évidemment. Je pense qu'en termes de promotion sociale... c'est souvent des adultes. Hein. C'est souvent des adultes. Quand on parle de l'émancipation de la femme et du débat par rapport au voile, je peux le comprendre, mais je crois que l'émancipation de la femme passe tout d'abord par la scolarisation, l'apprentissage et l'éducation. Alors, dans une école souvent qualifiée d'école de la dernière chance, si on interdit le port du voile, je ne parle pas de la burqa, je ne parle pas d'un vêtement qui occulte complètement le visage. Le voile simple. Mais le voile simple, je pense que c'est priver ces femmes justement du droit et de l'accès à l'éducation, certaines d'entre elles en tout cas, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc pour vous, il faut maintenir le port du voile partout? Oui. Les établissements qui l'interdisent doivent faire marche arrière. Je pense, en tout cas, je pense qu'il faut légiférer au niveau de la communauté française, qu'il ne faut pas donner la responsabilité au chef d'établissement. Et je pense que de manière générale, pour les élèves majeurs, donc au-delà de 18 ans, on doit laisser la liberté de se vêtir comme ils l'entendent. Alors, rentrée des classes, plus de 120 élèves hier soir qui étaient toujours sans école de leur choix en première secondaire. Ça, c'est quoi? C'est des parents têtus ou c'est un système qui fonctionne pas? C'est un système qui ne fonctionne pas. Enfin, je crois que maintenant, au départ, Madame Milquet semblait tout à fait disposée à réformer ce décret inscription. C'est plus le cas. Hein. Maintenant, on entend Madame Schins. Madame Schins n'était pas du tout favorable à la réforme de ce décret inscription. D'un autre côté, j'entends Monsieur Vervoort, enfin, je lis Monsieur Vervoort ce matin, qui semble tirer les leçons, de manière assez adéquate d'ailleurs, de l'échec sur le plan de la mixité à Bruxelles du décret inscription. Donc évidemment, d'urgence, il faut totalement réformer ce décret. Ouais. Lui, il dit c'est parce que c'est un problème essentiellement bruxellois et donc ça touche peu les Wallons. Donc c'est pour ça que la Fédération Wallonie-Bruxelles s'y intéresse trop peu. C'est devenu un problème typiquement bruxellois. Mais c'est pour ça que la Fédération ne prend pas ce problème à bras-le-corps? Je ne crois pas que c'est pour ça que la Fédération... Je ne veux pas faire de procès d'intention à la Fédération. J'imagine que oui, dans certaines régions reculées en Wallonie, c'est beaucoup moins prégnant qu'à Bruxelles. Oui, mais quand vous êtes au Parlement, vous voyez bien les ministres qui sont en charge du dossier. Et quand vous interpellez là-dessus, vous avez l'impression qu'il y a une fin de non-recevoir parce que ça ne concerne que les Bruxellois. C'est quand même...
il y a quand même une adéquation entre le fait que Mme Schinz se semble tout à fait freiner des cas de fer pour la réforme de ce décret inscription, tandis que Mme Milquet, à la base, peut-être pas la base, mais en tout cas aujourd'hui bruxelloise, semblait totalement disposée à le faire. Alors, M. Vervoort, dans l'interview de ce matin, dit qu'il y a un problème d'image des écoles. On va travailler notamment sur une école, il ne la cite pas, en disant qu'il faut travailler à l'amélioration de son image. Est-ce que c'est ça le problème ou c'est plutôt les différences de niveau entre les écoles? Alors, les études démontrent que notre enseignement est un des plus inégalitaires au sein de l'OCDE. Donc, il y a un problème de niveau entre les écoles, évidemment. Donc, il faut travailler en profondeur. Ça, c'est évident. Il y a également un problème d'image. Mais je pense que la mixité, la non-mixité qui existe au sein des écoles est le reflet de la non-mixité au sein des quartiers et qu'il faut donc travailler sur les quartiers, sur les indices socio-économiques des élèves, mais aussi sur la mixité au sein des quartiers. Ça, c'est un énorme projet. C'est un énorme projet. Et là, c'est un projet bruxellois. Ah oui, là, c'est un projet bruxellois. Alors, des élèves sans école, on en a parlé, puis on découvre aussi qu'il y a des professeurs sans école et puis des établissements sans professeurs. C'est la réforme des titres et fonctions qui entre en vigueur maintenant. C'était une mauvaise réforme, ça ? Je pense que c'est une bonne réforme sur le fond, parce qu'il est intelligent et il était urgent. Ça faisait 40 ans qu'on l'attendait dans l'enseignement. Enfin, pas moi personnellement, je ne l'attendais pas il y a 40 ans, mais ça fait 40 ans qu'on l'attendait, cette réforme dans l'enseignement. Donc, le premier décret a été voté, le décret principal a été voté le 11 avril 2014. Moi, je n'étais pas encore parlementaire à l'époque, mais je trouve que sur le fond, c'est plutôt un bon décret, c'est-à-dire qu'on vise à une plus grande professionnalisation ou une accroche plus étroite entre le titre et la fonction réellement exercée. En revanche, une deuxième petite partie a été votée en juillet avec l'ambition de mettre en œuvre la réforme ce 1er septembre. Donc hier, c'est complètement fou comme projet. Et en tout cas, si ce projet avait dû être mis en œuvre correctement, il aurait fallu mettre tout un staff, toute une équipe au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au sein de l'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour répondre aux questions des PO, des chefs d'établissement et à toutes les situations individuelles, pour accompagner. Parce que à l'heure actuelle, c'est très très mal accompagné. Donc, moi, je suis dans le PO à Uccle. Il y a 2 fonctionnaires à temps plein qui s'occupe de cette réforme de titres et fonctions. Je ne vous parle pas du désarroi des 80 professeurs dans un établissement déterminé à Uccle qui se retrouvent dans l'interrogation la plus totale. Je ne parle pas non plus des grilles horaires des élèves qui sont forcément bousculés et déconcertés par cette nouvelle organisation. Donc ça crée un chaos terrible et il n'y a pas du tout, au sein de l'administration de la communauté française, les ressources indispensables pour répondre aux questions. Parfois même, on nous aiguille de façon erronée et on répond aux questions de façon totalement insatisfaisante. Donc voilà, il y a vraiment un problème d'effectifs. Non, trop vite dans l'atterrissage de ce projet qu'on attend pourtant depuis 40 ans. Oui. Alors, projet à venir, le pacte d'excellence, cette grande réforme de l'enseignement, de l'école. Rudy Demotte parle de dégager des moyens supplémentaires, enfin de dégager des moyens en réorganisant notamment les moyens qui existent déjà. Est-ce que vous le suivez là-dessus ? Ah ben, évidemment. Oui. Donc voilà, d'abord, je pense que pendant tous les travaux du pacte, pendant que Mme Milquet les conduisait, on avait l'impression que ça allait être une réforme d'envergure. Ensuite, au moment du changement de ministre, on a eu l'impression que Mme Schinz s'enfermait elle-même, et j'imagine, après discussion avec ses collègues du gouvernement, dans un certain carcan, et que la réforme allait être beaucoup moins ambitieuse que prévu. Or, c'est une réforme structurelle. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on bouge un paramètre, il faut aussi en bouger un autre. Donc, je suis parfaitement Monsieur Demotte, et je crois que l'ensemble des parlementaires, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ensemble de la population doit accueillir avec satisfaction cette nouvelle, qui est une nouvelle un petit peu incongrue, puisque Mme Schinz nous avait toujours dit qu'on resterait dans un carcan budgétaire et donc la réforme promettait d'être moins ambitieuse qu'annoncée à la base. Eh bien, on est tous évidemment heureux d'entendre qu'il y aura une recherche de fonds tant au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais tant au niveau des investisseurs européens éventuels. Et ça vous semble crédible, ça, quand il dit qu'il faut assouplir le discours de l'Europe en disant écoutez, on a investi dans la matière grise, donc vous allez assouplir votre carcan budgétaire et nous permettre de créer des choses. Vous y croyez vraiment ? Est-ce que j'y crois ? Oui, je vous demande là. Oui, moi j'ai envie d'y croire, parce que je crois que, enfin je ne sais pas si c'est réaliste au niveau des instances européennes, et je n'ai sans doute pas la compétence pour tirer les conclusions sur le réalisme, vu que je ne suis pas dans ces instances-là, mais en tout cas, je suis certaine que c'est un débat tellement important, essentiel, le débat de société, qui va occuper les 10
prochaines années en Belgique qu'on ne peut pas ne pas essayer. On ne peut pas se permettre le luxe de ne pas essayer. Alors, rapidement sur le cours de citoyenneté, il nous reste très peu de temps. Ici, à partir du mois d'octobre, ce cours va entrer en vigueur dans sa formule aboutie, on va dire. 1 heure obligatoire dans le fondamental, dans l'enseignement libre, dans l'enseignement officiel, oui. Excusez-moi. 2e heure en option. Les parents doivent choisir pour le 15 septembre. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, en tant que PO, je ne peux pas leur conseiller. Donc, avec ma casquette, en tant que députée des en tant filles. que députée des filles, je leur conseille évidemment de choisir 2 heures de philosophie et citoyenneté. C'est fondamental. Je suis très heureuse qu'on soit abouti. Malheureusement, c'est une réforme inaboutie, puisqu'il aurait fallu évidemment choisir 2 heures de philosophie et citoyenneté pour avoir un programme de philosophie et citoyenneté qui soit ambitieux et rencontre les objectifs de notre société aujourd'hui. Donc évidemment et résolument, je leur suggère de choisir 2 heures de philosophie et citoyenneté. D'ailleurs, outre tous les paramètres qui font en sorte que dans la réforme, et notamment les titulaires, le choix de la date pour le choix des cours et la manière dont le formulaire arrêté par le gouvernement de la communauté française a été établi, c'est-à-dire qu'on propose d'abord toute une série de cours de religion et qu'ensuite on propose une dispense, ce qui rappelle le cas de l'EPA l'année passée, la manière dont le formulaire est établi induit un choix de cours, le maintien d'une heure de cours de religion. Or, je crois que ce n'est pas correct d'agir comme ça. Quand on décide qu'il y a une possibilité d'opter pour 2 heures de philosophie et citoyenneté, c'est comme quand on décide d'aller soit au restaurant, soit chez des amis manger. Si on décide de proposer aux gens d'aller au restaurant ou chez des amis, on ne leur propose pas d'abord le détail du menu et le détail de la carte du restaurant. Donc le formulaire induit auprès des élèves et des parents le choix du maintien d'une heure de religion, ce qui n'est pas correct. Voilà, alors 1 heure ou 2, on voit bien que c'est un sujet en tout cas qui fait débat et qui va continuer à faire débat, on en reparlera. Mais je vous remercie d'être venu sur ce plateau aujourd'hui pour cette rentrée, 2e jour de rentrée scolaire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, Jean-Jacques Deleu et son équipe recevront Maïnur Ozdemir et Fatoumata Sidibé. Bel après-midi à tous et bon week-end.